Bon, ma présentation s'intitule « Le cadeau empoisonné pour une pharmacologie de la dette ». Et en fait, elle a pour point de départ des recherches que j'ai menées antérieurement, qui sont très proches de celles de Mme Pertazzi, et qui ont concerné des mouvements sociaux de résistance à la dette en Amérique du Nord. Je me suis notamment intéressé au mouvement Strike Debt, dont j'ai étudié un peu le discours, ainsi que la grève étudiante au Québec, dont collègue Antoine ici pourra confirmer ou non qu'il s'agissait d'un mouvement de résistance à l'endettement étudiant. En fait, depuis une trentaine d'années, dans la foulée de la financiarisation du capitalisme et de l'application d'un mode de gouvernementalité néolibérale, la dette est devenue en Amérique du Nord, mais aussi dans nombre d'autres pays occidentaux, un véritable mode de vie, une condition existentielle pour la majorité des populations, comme le dit Andrew Ross, pour qui l'usage du crédit constitue maintenant un instrument nécessaire à la survie économique. L'émergence de mouvements de résistance à la dette peut ainsi se comprendre comme une tentative de politiser ce qui apparaît à leurs yeux comme une forme insidieuse d'exploitation. Au contraire du travail, qui se présentait d'emblée comme une expérience collective, l'endettement désigne en effet une condition individualisante où l'extorsion de la plus-value sous la forme des intérêts composés s'opère à même la vie des débiteurs, ce travail reproductif, comme le disait Hilaria, et ce, dans la solitude et l'isolement. Ces mouvements de résistance donc visent ainsi à consolider le contre-pouvoir des débiteurs en soulignant les aspects structurels du régime de la dette financière et en tissant par le fait même des liens de solidarité entre les endettés. Or, ce qui m'a paru curieux dans mes recherches, dans l'étude que j'ai faite du discours de ces mouvements de résistance, c'est leur recours à une conception alternative de la dette. Affirmant par exemple ne rien devoir aux élites de Wall Street, les militants du groupe américain Strike Debt, comme l'a dit Hilaria qui est héritier du mouvement Occupy, écrivent dans l'une de leurs publications nous leur devons rien, nous nous devons tout les uns aux autres. La lutte contre la finance supposerait en effet que la capacité de chaque individu de résister à son assignation comme débiteur dépend précisément de la solidarité collective des endettés. L'interdépendance et la redécouverte du pouvoir inhérent à l'action collective serait donc pensée dans les termes d'une dette mutuelle. Ainsi, dans les mots de Michael Hart et Tony Negri, dans un commentaire sur le mouvement Occupy, la lutte s'avérerait elle-même génératrice, je cite, une dette plus profonde, une dette pour laquelle il n'y a pas de créditeur et qui participerait de ce qu'ils appellent une éthique du commun. Donc, ce qui est curieux ici, c'est que le registre symbolique de la dette apparaît indépassable. Aux formes d'obligations typiques du régime d'asservissement à la dette financière, se verra en effet opposé un autre type de dette mutuelle, celui-là. Comment expliquer cette ambivalence sémantique du mot dette, qui nomme à la fois le mal à combattre et le moyen pour se faire? Qu'est-ce qu'une dette mutuelle? Quelle forme peut-elle prendre concrètement? Et en quoi cette forme est-elle susceptible de contrer le pouvoir de la finance? Pour réfléchir à ce problème, je vais proposer dans la suite de mon propos une sorte d'analyse qu'on pourrait dire pharmacologique de la dette qui va s'appuyer sur la critique d'un concept connexe, celui de don. Première partie, la dette et le don. Les mouvements de résistance à la dette promeuvent l'idée qui se tisse entre les débiteurs en lutte une sorte de dette de second ordre, une dette mutuellement enrichissante, comme le dit Andrew Ross. La question demeure de savoir, comme je viens de le dire, quelle forme ce lien est censé prendre concrètement. Celle-ci en suppose une autre, soit comment trancher l'ambivalence sémantique du mot dette. Autrement dit, qu'est-ce qui permet de distinguer entre la bonne et la mauvaise dette, entre la dette qui enrichit et celle qui appauvrit. Le paradigme du don promu par le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales me paraît offrir de précieuses pistes à cet égard. Marcel Mauss l'avait lui-même noté dans son célèbre essai sur le don. Il existe un lien fondamental, consubstantiel, entre les notions de don et de dette. En effet, en tant qu'il est au fondement d'un système de prestation totale, le don se perpétue toujours, ou à tout le moins tendanciellement, par l'instauration d'un rapport de réciprocité qui oblige à rendre. Le don institue la dette. Si l'on suit la suggestion des penseurs rattachés au MOS, le mouvement anti-utilitariste, la prise en compte du don comme matrice des formes primaires de socialité aurait pour effet de relativiser les catégories de pensée qui fondent l'hégémonie idéologique de l'utilitarisme. Parce que pour lui, tout acte est nécessairement intéressé, l'utilitarisme serait incapable d'expliquer le don. Or, c'est bien cette axiomatique de l'intérêt, comme le dit Alain Caillé, qui régit la finance contemporaine,
et qui vient en plus légitimer le recours généralisé au crédit comme moyen de satisfaire des besoins aussi élémentaires que la santé, le logement ou l'éducation. Dans la rationalité néolibérale, en effet, la nécessité de s'endetter apparaît comme un moyen rationnel d'augmenter à terme son capital humain, puisqu'il s'agit simplement, grâce au crédit, de lever les entraves permettant d'accéder immédiatement aux biens convoités et donc de satisfaire son intérêt. Or, appréhender le lien social en termes de dons aurait au contraire le mérite de rouvrir le domaine du pensable face à l'hégémonie de ce capitalisme rentier et spéculateur, comme le dit Caillé, capitalisme qui tire sa force idéologique de la réduction de la vie et des rapports humains à leur seul moment économique. En apparence, invoquer le paradigme du don permettrait ainsi de critiquer cette forme d'exploitation en quoi consiste la dette financière, qui se fonde, elle, sur le calcul et la prise d'intérêt. Certes, le don n'est lui-même jamais totalement déduit d'intérêt. Mais, pour citer Jacques Godbout et Alain Caillé, il s'oppose radicalement au calcul. En ce sens, il se distinguerait radicalement de l'échange de type marchand. Dans le don, en effet, la circulation des objets échangés aurait pour finalité la perpétuation du lien social, alors que l'échange marchand tendrait, lui, à détruire la soi-disant valeur de lien inhérente aux choses et toujours distincte de leur simple valeur d'usage et d'échange. Aussi, le don et l'attente implicite du retour auraient-ils pour but non pas la satisfaction d'un intérêt autoréférentiel, mais plutôt la pérennité de la relation qui se tisse entre donateur et donateur. Ce sont des idées qu'on vient d'entendre notamment dans le panel précédent. Cette relation, néanmoins, comporte une certaine contrainte. Au service du lien, le don ne peut pas être purement unilatéral. Il suppose que ce qui est donné soit tôt ou tard rendu sous une forme ou une autre. En apparence libre et volontaire, le don est donc toujours grevé du fait d'une quelconque règle de droit et d'intérêt, comme le dit Marcel Mauss, ou encore d'une mystérieuse force qui serait contenue dans la chose donnée, d'une obligation de rendre. Ce paradoxe central du don, comme le disent Godbout et Caillé, qui rend indiscernable ce qui relève en lui de la liberté ou de la contrainte, se retrouve au cœur de la notion même de dette. Le don nous lie les uns aux autres dans un tissu d'obligations réciproques, de rapports de dette et de créances mutuelles, dit encore Caillé, rapport qui assure la perpétuation d'un lien social apparemment nourricier. C'est en ce sens qu'il est possible de parler d'une dette mutuelle positive ou encore mutuellement enrichissante. Jacques Godbout définit celle-ci comme une dette de reconnaissance pour les bienfaits reçus qui ne comporterait pas d'obligation de rendre, mais plutôt une incitation à la joie de donner à son tour. Dans ce rapport de dette mutuelle, qu'il observe tout particulièrement dans la façon dont s'apprécient les contributions réciproques, les contributions respectives des partenaires dans une relation de couple, chacun aurait ainsi le sentiment de recevoir plus qu'il ne donne. Si l'on n'est jamais quitte de ce que l'autre nous apporte, c'est aussi parce que l'on ne mesure jamais les contributions croisées au prisme d'un critère d'équivalence comptable. On est ainsi toujours redevable, mais d'une dette sans culpabilité, dit-il. Dans la dette mutuelle, on est en dette et libre. Mais a-t-on là le critère qui permettrait de distinguer entre le type d'obligation qui découle du don et celui qu'entraîne la dette financière? Aux yeux des anti-utilitaristes, je cite, « le même mot recouvre ici une toute autre réalité. Pourtant, s'ils jugent que le mot dette, je cite encore, a été récupéré par la pensée marchande et rendu par le fait même univoque et unilatéral, le principe d'obligation n'apparaît pourtant pas foncièrement différent. Dans les deux cas, s'exerce sur la personne qui reçoit une certaine contrainte l'obligeant à rendre. Certes, le contrat de crédit formalise cette obligation et les créditeurs disposent de ce fait d'un certain droit de créance qui est opposable au débiteur et qui peut éventuellement faire l'objet d'une adjudication par la puissance publique. Excusez l'anglicisme. À l'opposé, l'obligation de rendre reste censément toujours libre et implicite dans le don. Il n'en demeure pas moins que cette obligation de rendre, ou cette moralité du remboursement, comme le dit Andrew Ross, qui parle aussi d'un piège mental, vraiment une contrainte psychique, en vertu de laquelle un débiteur s'efforce de s'acquitter de ses obligations financières, eh bien, cette moralité, elle agit indépendamment de l'aspect contractuel qui caractérise le crédit. Il y a bien, comme le fait observer David Graeber, une différence notable entre les deux types de dettes, entre une obligation essentiellement qualitative, celle de rendre une faveur obtenue, et une autre qui s'appuierait, elle, sur la violence et le calcul. Mais l'opposition entre liberté et contrainte ne me paraît pas décisive en tant que critère distinctif. Le caractère impersonnel du contrat de crédit, qui serait typique en cela de la logique d'une société marchande, ne l'est pas davantage. Dans la relation de crédit, en effet, le débiteur reste toujours considéré comme un personnage moral.
Son caractère éthique est toujours pris en compte dans la décision d'accorder un prêt et par le fait même subjectivement investi dans le respect de l'obligation de rembourser son dû. On dit c'est une obligation éthique. La difficulté à distinguer la dette financière de la dette mutuelle, qui serait engendrée par le don, tient peut-être à la partialité du découpage conceptuel opéré par la pensée anti-utilitariste, où le don est radicalement distingué de l'échange marchand. Pour Godbout et Caillé, à la différence du don qui vise à perpétuer la relation, l'échange marchand supposerait, lui, l'évacuation du temps, disent-ils. À l'horizon du remboursement intégral, la relation nouée par contrat serait censée se conclure et le lien entre les parties, lui, se dissoudre. Or, le crédit ne fonctionne pas comme un simple échange discontinu. Du point de vue de l'industrie, le débiteur idéal n'est pas celui qui s'acquitte de ses obligations à chaque échéance, mais précisément celui qui n'y parvient pas. Telle est la logique, à tout le moins, du crédit dit revolving. La relation de crédit n'est d'ailleurs profitable, véritablement, qu'à la condition que le débiteur soit obligé de perpétuer dans le temps son endettement, de sorte que la magie des intérêts composés fasse gonfler indéfiniment le poids de la dette contractée. La dette financière n'évacue pas le temps, au contraire, elle le capitalise. Il paraît donc insuffisant d'invoquer simplement le registre du don pour saisir la différence entre une dette mutuelle positive et une dette financière. La difficulté tient en partie au fait que la distinction que font les anti-utilitaristes entre le don et l'échange marchand ne se superpose pas fidèlement à celle des deux types de dettes. Les notions d'impersonnalité, de discontinuité ou d'équivalence censées caractériser l'échange ne correspondent pas exactement au mode de fonctionnement effectif du crédit financier. De même, la liberté présumée du don, si elle paraît s'opposer frontalement à la contrainte qui fait de la dette financière un mécanisme d'exploitation, ne permet pas non plus de trancher entre les deux types d'obligations. En effet, le don ne ferait pas système s'il ne se faisait pas sentir une obligation morale de rendre, et de la même façon, la moralité du remboursement qui astreint les débiteurs à honorer leurs obligations les y pousse par un sens du devoir qui dépasse la simple crainte d'une rétorsion en cas de défaut de paiement. Enfin, si la prédation financière témoigne très nettement de ce que le crédit est toujours intéressé, le don n'est lui non plus jamais entièrement délesté de ce genre de motifs. J'en viens à ma deuxième partie, poison et pharmacologie. S'il ne permet pas de trancher au premier abord l'ambiguïté sémantique de la dette, c'est finalement parce que le don est lui-même ambivalent. Cette ambivalence du don est apparente dans l'étymologie du mot. Ainsi, dans les langues germaniques, le mot gift désigne non seulement l'objet donné, mais aussi le poison. Marcel Mauss note que le double sens du mot indique qu'il y a toujours un danger à la chose donnée. L'obligation de recevoir instille toujours dans l'esprit du donataire, je cite, une incertitude quant à la bonne ou à la mauvaise nature des présents reçus. Or, ce qui est en cause dans cette thématique du cadeau empoisonné, c'est l'idée que le don compromet, sinon la santé, du moins la liberté de la personne qui reçoit. Un cadeau empoisonné, ce serait un don qui aurait pour visée ou pour effet d'empêcher l'acquisition de l'autonomie. À ce compte, il peut paraître préférable, comme les modernes le savent, de ne rien devoir à personne et de cultiver son indépendance. De fait, telle paraît bien être la philosophie de vie privilégiée par l'idéologie individualiste, pour reprendre le terme de Louis Dumont. La liberté moderne est essentiellement l'absence de dette, écrit encore Jacques Godbout. Or, il n'y a pas que les modernes pour se méfier du don et du genre de dette qu'il institue. L'exemple relaté par David Graeber du chasseur inuit qui refuse les remerciements de l'explorateur danois avec qui il partage sa viande de phoque, en lui disant, je cite, « Ici, on dit que c'est par les cadeaux qu'on fait les esclaves et par les fouets qu'on fait les chiens », constitue un intéressant cas de figure de ce qu'on pourrait appeler la toxicité du don. Accepter le don, c'est se mettre à la merci du donateur. Le don est par essence inégalitaire et il place le donateur dans une position de dépendance infériorisante. Marcel Mauss écrit « Donner, c'est manifester sa supériorité ». Aussi, dans cette variante du don qui est le don agonistique, donner est un geste de défi que l'on est obligé d'accepter et de relever. Comme dans le potlatch des autochtones de la côte ouest nord-américaine, où la hiérarchie des clans et l'honneur social sont mis en jeu, il faut se montrer capable de supporter la dette. Sans quoi l'on risque non seulement de perdre la face, mais carrément la liberté. En effet, Marcel Mauss note que l'incapacité, sinon le refus de rendre dans le potlatch, ils sont en effet sanctionnés par la réduction en esclavage. Donc l'esclavage pour dette, cette forme extrême du pouvoir du créancier sur son débiteur, et dont on sait les tensions politiques extrêmes que cette pratique a pu avoir dans les sociétés de l'Antiquité, est ainsi contenu en germe dans le don lui-même.
Que ce soit à cause des effets néfastes d'une trop grande interdépendance ou du risque d'être écrasé par la générosité d'un supérieur, le don comporte toujours une part de toxicité. De ce fait, parce que même la dette positive reste toujours frappée, elle aussi, d'une certaine asymétrie, et partant lourde du risque d'anéantir la liberté du débiteur, on se retrouve toujours aux prises avec la même interrogation, à savoir, en quoi l'invocation d'une dette mutuelle permet-elle de critiquer et résister au pouvoir de la dette financière? On peut déjà l'apercevoir, le cadeau empoisonné, ce serait la dette, ou plus précisément cette dette irrémissible qui assujettit le débiteur à son créancier. Mais mesurer toute la complexité du phénomène oblige, à mon avis, à déplacer la réflexion sur le terrain d'une analyse qu'on pourrait dire pharmacologique, une analyse qui, tout en accusant l'ambivalence foncière d'une chose, ne cherche pas tant à la dépasser qu'à dégager les critères d'un usage qui puisse être bénéfique. Les concepts de don et de dette se prêtent d'ailleurs particulièrement bien à ce genre d'analyse, puisque le don, qui se dit en grec dosis, et veut aussi dire poison, et d'où nous vient d'ailleurs le mot dosage, est en l'espèce un cas exemplaire de pharmacologie. Le pharmacon, c'est à la fois ce qui empoisonne et ce qui guérit. Suivant les suggestions de Bernard Stiegler et de Jacques Derrida, il apparaît que toute technique comporte un risque pharmacologique. Mais ce risque, latent ou virtuel, ne s'actualise que par le biais d'usages déterminés. Aussi, le principe de ce que Stiegler appelle une pharmacologie critique consisterait-il à évaluer la possibilité d'un usage qu'il dit thérapeutique des techniques, un usage thérapeutique qui en potentialiserait les effets bénéfiques tout en amenuisant les conséquences néfastes. Et c'est donc une analyse qui passe par l'interrogation des formes de vie et des relations sociales qui se rattachent à ces techniques. Les techniques constituent en effet des supports relationnels. C'est donc dire qu'une pharmacologie des techniques est nécessairement une critique des relations sociales. Celles-ci sont toujours médiées par quelques techniques d'inscription de la pensée, de la mémoire ou des affects. Le don, d'ailleurs, peut être lui-même vu comme une surface d'inscription de la mémoire. La dette, qui est inscrite dans l'objet donné, est toujours un rappel au don initial et à l'engagement pris de rendre à son tour. Aussi, toute dette, et à plus forte raison la dette financière, comporte-t-elle cette même dimension que Mauricio Lazzarato appelle mnémotechnique. Dans la dette financière, en l'occurrence, l'écriture comptable en constitue la technique de choix. Mieux, c'est même par la magie de la création monétaire, le geste de l'écriture comptable est cela même qui crée la dette. C'est donc dire qu'une pharmacologie de la dette renvoie à une thérapeutique des relations sociales. Or, tout comme, je cite encore Godbout et Caillé, tout comme le don n'est ni bon ni mauvais en soi, puisque c'est in fine, je cite, le contexte de la relation qui lui donne sens, l'ambivalence de la dette elle-même se clarifie elle aussi à la lumière des formes sociales où elle s'inscrit. À supposer qu'une dette mutuelle positive puisse s'instituer et désamorcer le risque de toxicité, c'est-à-dire le potentiel de domination et d'exploitation contenu dans la technique financière du crédit, le problème demeure d'établir un dosage qui soit adéquat. Il reste donc à identifier le critère qui différencie, à même la forme que prend la relation de crédit, le bon usage du mauvais. Troisième et dernière partie, vers une autre politique du crédit. Comme le note l'anthropologue Gustav Peebles, les effets matériels d'un régime d'endettement sont inséparables des considérations éthiques et des débats moraux qui s'y rapportent dans des contextes sociaux et culturels toujours particuliers. De même, la technique comptable n'est jamais neutre, mais toujours conditionnée dans ses effets par cette dimension morale et politique des rapports où il en est fait usage. Si une dette mutuelle positive est possible, nous voudrions donc examiner à quelles conditions, éthiques et politiques, elle peut l'être au sein même du système financier, c'est-à-dire à quelles conditions elle peut dès lors s'exprimer dans le langage quantitatif de l'argent. Vaste débat. Une pharmacologie de la dette oblige à reconnaître qu'il existe des aspects positifs au crédit. De par sa fonction même, le crédit est une avance qui permet de faire advenir le possible. La dette comporte toujours un certain rapport au temps et celui du crédit peut être conçu comme une anticipation de l'avenir qui affranchit des limites du présent. Pour le dire simplement, le crédit épargne le temps. Toute initiative économique qui, pour se concrétiser, obligerait à accumuler patiemment un capital de départ, peut ainsi, en bénéficiant d'un crédit, accélérer sa réalisation. Il y a ainsi une productivité inhérente au crédit qui fait que la dette fonctionne, je cite Peebles à nouveau, comme une forme d'abondance plutôt que comme un manque.
Les militants des mouvements de résistance à la dette ne manquent d'ailleurs pas de le reconnaître. Le crédit peut être bénéfique et légitime, à la condition qu'il soit mis au service des besoins sociaux et d'un usage productif, et détourné par le fait même de ses finalités spéculatives actuelles. Dans la mesure où il permet de lever des obstacles permettant d'accéder à des ressources utiles, le crédit peut ainsi avoir des vertus qu'on pourrait dire émancipatrices, ce que dans un certain langage on qualifierait d'empowerment. C'est cette vertu de capacitation qui fonde d'ailleurs la pratique du microcrédit, dont on vient d'avoir quand même une critique assez conséquente. Pratique du microcrédit qui pose qu'il suffit de faciliter l'accès au capital pour libérer l'esprit d'entreprise et ainsi générer le développement. Bon, faire advenir des possibilités futures par le crédit oblige néanmoins le débiteur à spéculer sur son propre avenir, dont dépend sa capacité à rembourser à terme l'emprunt contracté. Le crédit lève certes des obstacles, mais c'est pour assujettir aussitôt l'emprunteur à d'autres contraintes, le prêt n'étant rien d'autre qu'une avance sur les revenus futurs et l'obligation de rembourser se traduisant concrètement par le travail forcé. C'est l'expression de Gurevich. Pour le créditeur, être remboursé en percevant au surplus un intérêt correspond ainsi à une appropriation des produits du travail d'autrui. On voit dès lors qu'il ne suffit pas d'élargir ou de démocratiser l'accès au crédit, comme le voudrait la pratique du microcrédit, dont on a longtemps célébré les vertus pour le développement du tiers-monde, avant de s'apercevoir qu'il contribuait plutôt à déstabiliser les économies locales et à induire une spirale de surendettement mortifère. Si la relation de crédit reste essentiellement capitaliste, il est difficile, à mon avis, d'envisager qu'une dette puisse être mutuellement bénéfique. Alors, on le voit, on ne sort pas facilement du dilemme pharmacologique. Les effets bénéfiques du crédit nous paraissent en effet nuls tant que la relation sociale de dette reste hiérarchiquement inégale. Or, c'est peut-être le paradigme du don qui pourrait nous offrir ici la clé permettant de sortir d'un tel dilemme. On l'a vu, le don comporte lui aussi la possibilité de la domination. Ce qui désamorce ce risque dans la relation de don, ce qui empêche la donation de se congeler dans un rapport unilatéral et hiérarchique, c'est la réversibilité des positions. J'entends par là le caractère séquentiel de la relation de don et contre-don, qui empêche l'unilatéralité typique de la relation d'endettement en faisant alterner cycliquement les positions de donateur et de donataire, si bien qu'à terme, on ne sait plus qui doit quoi à qui, sinon que tout le monde est endetté les uns envers les autres. Question donc. La réversibilité des positions serait-elle le critère pharmacologique d'une dette positive en matière financière? Je vous le dis tout de suite, ça me paraît douteux. Dans la relation de crédit, en effet, les positions de créditeurs et de débiteurs ne sont pas permutables du fait de l'inégalité dans la propriété du capital. Si l'enjeu d'une résistance au pouvoir de la finance consiste à transformer cette relation sociale, on voit alors qu'il ne s'agit pas de démocratiser l'accès au crédit, mais plutôt de démocratiser le contrôle du capital. Si l'alternance des positions peut difficilement se réaliser dans la relation de crédit, il faut alors dire qu'à défaut d'être réversible, l'inégalité du rapport créancier-débiteur ne saurait être admise que sur fond d'une égalité démocratique primordiale. Un crédit véritablement démocratique, fondé sur l'égalité statutaire et décisionnelle des participants, désigne la forme que doit prendre, à mon avis, face au pouvoir de la finance contemporaine, une dette mutuelle positive. On a là le principe, et c'est d'ailleurs son nom, du mutualisme, ou de ce qu'on appelle aussi la coopération. Donc je rappelle que mon intention était en quelque sorte de donner un contenu à l'invocation rhétorique d'une dette mutuelle par les opposants au pouvoir de la finance. Par-delà une dette mutuelle qui ne serait que l'autre nom de la solidarité sociale et du lien qui se tisse dans la lutte contre le capital financier, il me paraissait qu'il y a quelque chose d'irremplaçable, voire d'indépassable dans l'institution du crédit et qui tient à sa nature pharmacologique. Tout l'enjeu d'une dette mutuelle positive en matière financière consiste à faire en sorte qu'elle ne puisse conduire à l'établissement de rapports de domination. C'est pourquoi pareille forme d'endettement mutuel suppose, à mon sens, la propriété collective et la gestion démocratique du capital. Ce n'est pas de dire qu'il faut généraliser la dette à toute chose, loin s'en faut. On préférera toujours la gratuité du don libre et il faut sans cesse réclamer l'élargissement et la gratuité des biens fondamentaux comme la santé ou l'éducation. Là où le néolibéralisme tend au contraire à leur substituer un accès conditionnel à la capacité de payer, et si besoin, de payer à crédit. Mais dans la mesure où la finance possède une quelconque utilité sociale, ce dont on pourra sans doute débattre,
Et dans la mesure où il paraît vain et illusoire de compter sur l'instauration de rapports économiques purement désintéressés, il importe, à mon sens, de trouver une formule qui neutralise autant que possible la toxicité de la dette et la causticité du self-interest. La coopération désigne, à mon avis, un certain registre d'action collective qui, à cet égard, dont l'objet, au fond, est à la fois de servir l'intérêt de l'ensemble de la communauté et la capacitation de chaque membre pris individuellement. En ce sens, la coopération me paraît être une formule propice à une thérapeutique des relations économiques. Et c'est peut-être par la redécouverte de la tradition coopérative, mais aussi par la recherche de nouvelles manières d'instituer ce type de coactivité, pour parler comme Pierre Dardot et Christian Laval, une coactivité qui soit mise au service du commun, non moins que du particulier. C'est peut-être cette recherche et cette redécouverte qui nous permettra en fait de rendre effective la promesse de la dette mutuelle, soit, comme l'écrivent Godbout et Gaillet, celle de réinventer la liberté dans l'obligation sociale. Je vous remercie.